si je vous parle du paysan, à quoi pensez-vous? Une personne en sabot, chapeau de paille avec une fourche? Ou quelqu'un d'un peu bourru, mais proche de la nature et des animaux? Pourquoi pas? Quand même, si je vous demande de réfléchir de façon un petit peu plus contemporaine, qu'est-ce qui vous vient? Des tracteurs, parfois énormes, des champs à perte de vue, des tonnes de nourriture, de la chimie peut-être, ou des usines agroalimentaires? C'est probable. Néanmoins, est-ce que le terme paysan est vraiment adapté dans ce cas-là? Pas sûr. Je m'appelle Delphine. Et avec mon mari Benoît, nous sommes paysans vignerons à Bordeaux. Alors, je n'ai pas mis mes bottes, je n'ai pas mis mon bleu de travail, et je ne suis certainement pas venue en tracteur, c'est un peu loin. Pourtant, mon quotidien est bien celui d'une paysanne. Je m'explique. On va commencer par un petit peu d'histoire. À l'origine, le paysan, c'était la personne qui vivait à et de la campagne. C'était même plus une condition qu'un véritable métier à proprement parler. En fait, on ne choisissait pas d'être paysan, on naissait paysan, tout simplement. Et puis, il y a eu des outils qui ont été inventés pour labourer, pour semer, pour moissonner. Et le paysan, il est devenu un cultivateur. Avec l'apparition de l'agronomie, on a eu accès à des nouvelles connaissances et des nouvelles techniques. Et du coup, le cultivateur, il est devenu un agriculteur. Alors, c'est une période qui est marquée par la sélection des plantes et des animaux, la création de nouveaux métiers, comme des techniciens, des conseillers ou des commerciaux agricoles, le développement de la mécanisation, bien sûr, et puis l'apparition de la pétrochimie. Alors, vous savez, ce sont tous les herbicides, fongicides, insecticides, vous savez, tous ces produits qui se terminent par le suffixe cide, qui signifie tuer. Alors, bien sûr, toutes ces avancées, ces évolutions, elles avaient pour but de faciliter l'activité agricole, qui, c'est vrai, est une activité difficile. Et on pensait qu'en sécurisant les récoltes et en facilitant le travail de l'agriculteur, on allait lui permettre de vivre mieux. Seulement voilà. Du paysan qui faisait avec le vivant, eh bien, on a glissé vers l'agriculteur qui sélectionne, donc qui perd de la diversité, et puis qui utilise des produits qui tuent. Et le métier a continué à évoluer. Et d'une activité pensée pour nourrir une population locale, on est passé à une agriculture de marché en transformant l'agriculteur en exploitant agricole. Et même si cette évolution a permis à la France de devenir un leader en production agricole, eh bien, les exploitants, n'ayant plus besoin de regarder les principes naturels, agronomiques et environnementaux, eh bien, ils ont tout simplement perdu des connaissances de base. Et puis, au fil du temps, il y a des difficultés qui ont commencé à être observées. Baisse des rendements, mais augmentation des coûts de production. Baisse de la fertilité des sols qui peut aller jusqu'à la stérilité. On peut avoir pollution de l'eau, pollution de l'air, développement de la résistance aux maladies, perte de biodiversité. Et puis j'ai un trou. J'ai un souffleur devant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut miser une fois de plus sur les biotechnologies pour qu'elles tentent d'isoler une super nouvelle molécule? Ou est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de réapprendre à fonctionner avec la nature, de la réobserver pour fonctionner avec elle et non contre elle? Alors concrètement, on fait comment? Avec mon mari, nous avons grandi sur des fermes en Charente-Maritime dans le sud-ouest de la France. Et puis, la vie nous a amenés près de Bordeaux pour nous installer hors cadre familial. Alors, s'installer, ça veut dire démarrer son activité, mais hors cadre familial, ça signifie que nous n'avons pas hérité l'activité de nos parents, mais que nous l'avons créée. Et puis, nous avons planté 8 hectares de vignes. Alors, ça représente un terrain de 80 000 m² quand même.
Et même si ça reste une petite surface pour la région bordelaise, il a quand même fallu 48 000 plants de vignes, 48 000 trous, 48 000 piquets et 48 000 gestes de plantation pour faire naître le vignoble. Du travail quand même. Hein. Et puis Benoît, ayant grandi sur une ferme en agriculture biologique, eh bien on a choisi ce même mode de production qui est respectueux des hommes, de la nature, de l'air, de l'eau, de tout ce qui vit. Mais, parce que forcément il y a un mais, la vigne c'est une monoculture. Et les monocultures ne sont pas des modèles de biodiversité. Alors, comment on fait pour replacer la vigne au cœur d'un écosystème? Par quoi on commence? Et puis surtout, où est-ce qu'on cherche l'information? La chance, c'est qu'il existe en France de nombreuses associations pour la nature et l'environnement, avec des gens qui sont passionnés et passionnants, et puis surtout qui ont toutes les connaissances et les compétences que nous n'avons pas. Et sur leurs conseils, nous menons des actions pour recréer les équilibres environnementaux autour de la production viticole. Par exemple, en plantant des haies, eh bien, en fait, on protège la culture du froid, on fournit de la nourriture et des abris aux animaux, et puis on attire tout un tas d'insectes. Et puis, si en plus on introduit des arbres fruitiers et des feuillus au cœur du vignoble, eh bien, on permet de casser les vents dominants, et là encore, on attire toute une faune de prédateurs qui vont réguler les ravageurs. En ajoutant des nichoirs, on attire les oiseaux, qui sont de grands insectivores, et qui, en chassant sur tout le vignoble, vont manger plein d'insectes, dont les ravageurs de la vigne. Et puis quand on aménage le vignoble pour accueillir les chauves-souris, on s'assure de leur présence sur tout le domaine, parce qu'il faut savoir que, d'un côté, les vignerons sont embêtés par des petites chenilles qui sont pondues dans les baies de raisin par des papillons nocturnes. Et puis de l'autre côté, on a des chauves-souris qui sont des petits mammifères nocturnes et qui sont quand même capables d'ingurgiter jusqu'à 3000 insectes par nuit et par individu. Au bout d'un moment, ce n'est pas compliqué de comprendre qu'on a tout intérêt à les accueillir, qu'ils fassent le boulot à notre place, et ça marche. Alors à tout ça s'ajoutent les conseils d'entomologistes, qui sont des spécialistes des insectes, le recensement de serpents aquitains, parce que les serpents font partie des écosystèmes, et oui. On a le repérage d'orchidées sauvages et de fleurs protégées, puisque nous, on a toute une flore sauvage qui ressurgit. Le fauchage tardif pour laisser les plantes aller jusqu'à la fin de leur cycle, c'est-à-dire devenir à graines pour pouvoir se ressemer naturellement. La création de zones humides, donc on a creusé des mares sur le vignoble. On a aussi le relâché de hérissons, qui sont des gros mangeurs d'escargots et de limaces et qui sont trop mignons. Et puis on a aussi le relâché de chouette chevêche. Alors c'est le plus petit rapace de France, la chouette chevêche, mais c'est un gros mangeur d'insectes et puis de petits rongeurs, parce qu'en campagne on a plein de petits mulots et de petites musaraignes, vous savez, les petites souris des champs. Et du coup, on est devenu sujet pour 2 études. Donc la première concerne l'étude de l'impact de l'arbre en milieu viticole, et la deuxième vise à suivre le comportement alimentaire des chauves-souris sur le vignoble. Et comme on a la chance de faire partie d'une dynamique où on apprend énormément, nous on s'est dit qu'à notre tour, il fallait transmettre. Donc nous accueillons et nous témoignons énormément sur le vignoble auprès de nombreuses personnes, notamment des jeunes, dont certains viennent en chantier nature l'été et fabriquent avec nous les nichoirs à oiseaux, les gîtes à chauves-souris, les hôtels à insectes, les cabanes à hérissons que nous installons sur le vignoble. Bon, quand même, ça commence à donner du sens au monde paysan, non? Ouais. Enfin, il me semble. Mais en fait, on peut aller encore plus loin. Alors, comment? Je viens de vous expliquer comment créer un écosystème en production agricole, c'est-à-dire comment créer une harmonie entre une culture et son environnement, son territoire. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de créer un écosystème au niveau du fonctionnement paysan, c'est-à-dire une harmonie entre les hommes
et leur façon de travailler entre eux. Imaginez un lieu où le vigneron et le maraîcher travaillent main dans la main, partageant leur matériel, leurs terres. Imaginez un lieu où le vigneron partage ses pompes et ses tuyaux de vinification avec le brasseur. Imaginez un lieu où le monte-charge il va servir le mardi pour des palettes de vin, le mercredi pour des cagettes de légumes, et puis le jeudi pour des caisses de bière. Un lieu où les pommes de terre, les oignons et les betteraves poussent au milieu des rangs de vignes, comme à l'époque des Gallo-Romains. Un lieu où les arbres fruitiers côtoient des pieds de raisin, apportant les bénéfices de l'agroforesterie aux vignerons, et puis, par leur production, complétant les paniers du maraîcher. Un lieu où les végétaux ne sont plus concurrents, mais complémentaires. Un lieu où les producteurs ne sont plus seuls, mais solidaires, et où on partage les conseils, les connaissances, les aides techniques, le même circuit commercial, où du coup on propose des offres plus complètes, plus attractives, parce que pensez à plusieurs, où on affronte ensemble les situations d'urgence, où on se soutient. Imaginez un lieu où tout devient possible parce qu'on fait ensemble. Un lieu où s'invente le coworking paysan. Un lieu qui crée de l'emploi local, qui initie des projets innovants. Un lieu qui valorise l'économie circulaire, qui redynamise un territoire. Un lieu qui réfléchit à l'accueil du public, y compris en situation de handicap. Ou un lieu où on peut venir en vacances pour se ressourcer, pour découvrir, pour comprendre, où chacun a son rôle. Le vigneron, le maraîcher, le brasseur, mais aussi le promeneur, le cueilleur, et où chacun peut agir à sa mesure, en faisant ou en investissant pour permettre à d'autres de faire. Imaginez un lieu de partage et d'humanité. Eh bien, ce lieu est en train d'exister actuellement. Et il s'appelle la possiblerie. Ça signifie le lieu de tous les possibles. Et nous sommes déjà de nombreux amis de la possiblerie à penser qu'une autre paysannerie est possible, bienveillante, respectueuse, collaborative et heureuse. Et je vous invite tous à y trouver votre place. Merci.